Bonjour à tous, on se retrouve pour 2 semaines d'actualité spatiale avec, comme tout d'habitude, des lancements, de l'exploration du système solaire et un petit peu de Station spatiale internationale. Allez, décollage. Lundi 1er avril, c'était le décollage d'un lanceur indien PSLV avec EMISAT comme satellite principal et 28 autres petits satellites à bord. EMISAT est un satellite militaire indien dont la principale mission est de localiser et caractériser un signal électromagnétique comme ceux transmis par un radar. Les données d'EMISAT permettront à la défense indienne de compléter ces données récoltées à la surface et de mieux intercepter les signaux radars des activités militaires des pays voisins. Les 28 autres satellites du vol PSLV C-45 étaient tous des CubeSats venant de différents pays. C'était le 47e lancement d'une PSLV et le deuxième pour cette année. Mais c'était surtout le premier vol d'une toute nouvelle version du lanceur, la version QL. Tous les détails sur les CubeSats sur cette version de lanceur, dans l'article, dans le lien et dans la description. Jeudi 4 avril, c'est le lancement de 2 Soyouz, l'une depuis Baïkonour et l'autre depuis le centre spatial guyanais. Прошел контакт подъема двигателя центрального рулевым блоком ракетоносителя. Вышли на режим главной ступени дяди. Параметры системы управления ракетоносителем в норме. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. La première, c'est la Soyouz 2-1A qui a décollé avec le cargo Progress MS-11. C'était le 72e vol d'un cargo de ravitaillement Progress pour la Station spatiale internationale. Le vol du cargo s'est extrêmement bien passé et surtout s'est déroulé en un temps record, 3 heures et 21 minutes. C'est seulement après 2 orbites que le cargo s'est automatiquement amarré à la station. À bord du cargo, il y a surtout du carburant, 881 kg pour remplir les réservoirs de la station, dont 250 kg pour un rehaussement d'orbite. Également à bord, 420 kg d'eau et 23 kg d'oxygène. 2 cargos de réapprovisionnement américains sont attendus dans les prochaines semaines. Le cargo Sinus NG11 qui emportera notamment le premier CubeSat toulousain en Trisat, on en reparlera évidemment, et aussi le cargo Dragon CRS 17. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top, décollage UVS 22. Donc le même jour, le 4 avril, c'est une Soyouz STB qui a décollé du centre spatial guyanais. À son bord, 4 satellites de télécommunication de la constellation O3B. Ce sont les 4 derniers éléments de la constellation de 20 satellites censés fournir une connectivité Internet régulière aux 3 derniers milliards d'humains qui n'en disposaient pas jusqu'à présent. Chaque satellite pèse 700 kg et dispose de 12 antennes capables d'assurer une liaison de 500 mégabits par seconde. Les satellites O3B ont été placés à 8000 km d'altitude et donc ne sont pas géostationnaires. Ils assurent la connexion à tour de rôle. À ce jour, les clients du service O3B sont des compagnies de bateaux de croisière, des plateformes pétrolières, mais aussi des entreprises et des collectivités. Vendredi 5 avril, c'est la JAXA qui a réalisé une première mondiale, créé une collision dans une zone désignée d'un astéroïde. Une petite boîte, le Small Carry-On Impactor ou SCI, a été larguée de la sonde Hayabusa 2 et une masse de 2 kg a percuté la surface de l'astéroïde Ryugu. Le SCI est en fait un boîtier comprenant une feuille de cuivre d'environ 30 cm de diamètre et de 2,5 kg, d'un boîtier en métal, d'un allumeur et d'un détonateur. En fait, c'est la feuille de cuivre qui a été déformée par l'explosion et qui a été accélérée à plus de 2 km par seconde en moins d'une milliseconde. Et c'est ce projectile qui a impacté l'astéroïde. Un cratère d'environ 4 mètres de diamètre a dû être formé, cela reste à confirmer avec les images à venir. Les matériaux de la sous-surface qui sont désormais exposés mais qui n'étaient pas soumis précédemment au rayonnement spatial ni à un échauffement extrême vont désormais faire l'objet d'une nouvelle tentative de collecte d'échantillons par la sonde Hayabusa 2. Pendant le largage de l'impacteur, une caméra déployable a été larguée elle aussi pour collecter des images de l'impact sur l'astéroïde et de photographier ensuite les éjectats en expansion qui révéleront les informations sur les propriétés physiques de la surface de l'astéroïde.
Pendant l'impact, la sonde Hayabusa 2 a été déplacée vers une zone de sécurité située à l'arrière de l'astéroïde avant que le SCI ne commence à fonctionner, afin d'éviter d'endommager la sonde. Plein de détails sur la sonde, sur cet impacteur et le déroulé de cet impact dans l'article, dans le lien et dans la description. Lundi 8 avril, c'était la 3e sortie spatiale de l'année à la Station spatiale internationale. Cette fois-ci, c'est avec l'astronaute canadien David Saint-Jacques et l'astronaute américaine Anne McClain. C'était la 2e EVA pour Extravehicular Activity de l'américaine, mais la première pour l'astronaute canadien. Ce n'est que le 3e canadien à bord de l'ISS pour une mission longue durée. Les 2 astronautes sont sortis dans l'espace pendant 6h30. La tâche principale de l'EVA 54 consistait à établir un circuit d'alimentation redondant pour le bras robotique canadien Canadarm2. C'était la 216e sortie dans l'espace de l'histoire de l'ISS pour sa maintenance ou son assemblage. David Saint-Jacques est le 4e canadien à sortir dans l'espace. Et comme toujours, plus de détails dans l'article, dans le lien et dans la description. Jeudi 11 avril, l'atterrisseur israélien Bereshit n'aura pas réussi l'exploit de se poser sur la Lune avec succès. L'atterrisseur avait réussi son insertion en orbite lunaire le 4 avril. L'Israël devenait ainsi le 7e pays à avoir réussi cet exploit. Le 11 avril, la première phase de la descente vers la surface lunaire s'est bien passée. À 22 km d'altitude, la caméra à bord du lander nous renvoyait une belle image du sol lunaire. Les premières investigations du constructeur de l'atterrisseur SpaceIL montrent que le premier problème technique s'est produit à 14 km au-dessus de la Lune. L'atterrisseur avait alors une vitesse de 400 à 500 km/h. Le centre de contrôle a ensuite perdu la télémétrie. Lorsqu'ils ont récupéré le signal, il était trop tard pour reprendre le contrôle de la sonde. Celle-ci s'était écrasée à grande vitesse sur la Lune. Bereshit avait été conçu dans le cadre du concours Google Lunar X-Prize. Peu de temps après l'échec de l'atterrissage, la fondation X-Prize a annoncé qu'elle allait tout de même offrir $1 million à SpaceIL pour avoir presque atterri sur la Lune. L'investisseur principal de SpaceIL, le millionnaire Maurice Kahn, a annoncé qu'il allait supporter à nouveau l'équipe pour un 2e atterrisseur. Donc l'aventure continue, à suivre. Dans la nuit du jeudi 11 avril au vendredi 12 avril, en heure française, c'est le retour de la Falcon Heavy. 4, 3, 2, 1. 0. Ignition, liftoff. All vehicles full power. Vehicles mission coverage. 10 beginning deep throttle. Au bout de 34 minutes de vol, le satellite de télécommunication de 6,4 tonnes, Arabsat 6A, a été placé avec succès sur orbite. La puissance de la Falcon Heavy permettrait au satellite d'avoir une durée de vie de 18 à 20 ans au lieu des 15 ans habituellement constatés. Mais ce qui était fortement attendu au niveau spectacle, c'était la récupération des 3 boosters. Moins de 9 minutes après le décollage, les 2 boosters latéraux ont réussi à atterrir sur les landing zones 1 et 2, non loin du pas de tir. Le booster central a réussi son atterrissage sur la barge Of Course I Still Love You dans l'océan Atlantique. Le prochain lancement est prévu à ce jour en juin, avec les 3 boosters réutilisés. Les 2 demi-coiffes ont été récupérées et devraient être réutilisées pour un second vol. La Falcon Heavy réalise ainsi un sans faute. Elle devient ainsi un sérieux concurrent à la SLS, le super lanceur lourd de la NASA, qui connaît beaucoup de retard et qui est prévu pour les futures missions lunaires. À suivre. Samedi 13 avril, l'avion porteur Stratolaunch a effectué son premier décollage. Cet avion doit emporter une à plusieurs fusées et représente le premier étage d'un lanceur classique. Il lâche la fusée lorsque l'avion aura atteint la stratosphère pour une mise sur orbite de petits satellites. Cet avion à double fuselage, le plus grand avion tout composite du monde, a volé pendant près de 2h30 pendant ce premier vol. Il a atteint une vitesse maximale de 304 km/h et une altitude maximale d'environ 5200 mètres. Stratolaunch a une envergure de 117 mètres, presque le double d'un Boeing 747. Ce projet, créé par l'un des fondateurs de Microsoft, Paul Allen, avait été initié en 2011 et le premier vol avait été annoncé pour 2015 ou 2016. Le premier lancement opérationnel sera-t-il effectué en 2019 ? À voir. Même si je ne parle pas beaucoup d'astronomie sur la chaîne ni sur le blog, on se quitte avec l'image de la semaine, la première image d'un trou noir. Cette image a été réalisée grâce à un réseau de 8 télescopes répartis autour du globe et plus de 200 chercheurs. Plus de détails sur l'article dédié écrit par Daniel qui m'aide beaucoup pour le blog. Voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, des pouces levés, à partager sur les réseaux sociaux. Consultez le blog car vous y trouverez d'autres actualités spatiales et aussi des articles de fond. Je vous dis à bientôt et surtout, continuez de rêver.